sur le Paris Air Forum. Merci de nous avoir rejoints pour cette table ronde qui aura comme thème la souveraineté. Quelle stratégie et quels outils pour préserver la BITD française? Alors, je suis Caroline Bruno, rédacteur en chef adjoint du magazine Aérospatium, et je vais donc introduire cette table ronde et nos invités. Alors, déjà sur la capacité à concevoir et produire soi-même ses moyens de défense, c'est un prérequis qui est nécessaire pour assurer la protection de ses frontières. C'est aussi un moyen de projection et d'influence, mais le renchérissement des programmes de développement et la limitation de la commande intérieure ne met pas tous les pays sur un pied d'égalité. Si la base industrielle et technologique de défense française est traditionnellement plutôt dynamique, elle est menacée par un certain nombre d'écueils que l'action publique essaie de contrer. Alors, on va voir aujourd'hui justement quelle est la stratégie des acteurs politiques et industriels nécessaires à la préserver. Nos invités vont nous aider à décrypter ces questions-là. Alors d'abord avec M. Antoine Bouvier, qui est directeur de la stratégie des fusions, acquisitions et affaires publiques chez Airbus. M. Thomas Courbe, directeur général des entreprises. M. François Mestre, chef des affaires industrielles et de l'intelligence économique à la DGA. Et Mme Françoise Dumas, présidente de la commission de défense nationale et des forces armées de l'Assemblée nationale. Alors merci de nous avoir rejoints aujourd'hui. Alors une première question un peu naïve pour introduire le sujet, mais qui va vous permettre à chacun de donner votre définition du thème et de la façon de l'aborder. En quoi la base industrielle de défense contribue-t-elle à la souveraineté? Et qu'est-ce que vous entendez, vous chacun, avec votre expérience individuelle, par souveraineté? Madame Dumas? Peut-être, merci de me donner la parole en premier, mais la souveraineté, c'est notre capacité politique à mettre en œuvre les choix que la nation a faits. Nos forces armées sont un des leviers qui permet de garantir ces choix, et nous avons les moyens de faire face à l'ensemble des menaces comme aux logiques de recours à la force. Pour que ces forces soient efficaces et que soit préservée leur nécessaire efficacité, personne ne doit pouvoir limiter l'usage que nous devons faire de nos armements. C'est en cela que notre base industrielle technologique de défense participe de notre souveraineté. Et l'existence et la robustesse de notre BITD est une condition de la préservation de notre indépendance stratégique. C'est grâce à elle, d'ailleurs, que nos forces peuvent être dotées de systèmes d'armes performants et dont la production, la maintenance et l'usage ne dépendra d'aucun autre État fournisseur. Voilà, donc c'est en fait pouvoir fournir à nos forces l'ensemble des systèmes d'armes, leur permettre aussi de pouvoir intervenir dans l'ensemble des spectres de ces missions et des opérations conventionnelles, y compris de la dissuasion nucléaire. Donc c'est un fort soutien pour la souveraineté de notre pays qui assure ses responsabilités internationales et qui s'engage pour protéger ses intérêts, évidemment, comme ceux de ses alliés. Pour répondre à ces impératifs politiques, d'un point de vue industriel, j'aurais tendance à résumer la souveraineté par deux termes simples, c'est choisir ses dépendances. C'est-à-dire que la souveraineté, ce n'est pas l'autarcie, ce n'est pas être tout seul et travailler tout seul, c'est de choisir avec qui on veut travailler, pour qui et dans quel niveau de confiance. On peut aussi caractériser la BITD, mais on le fera un peu plus tard de façon plus détaillée. Oui, je pense que la souveraineté économique, plus généralement, c'est la conciliation de deux choses. D'une part, rendre les usages des services rendus par l'économie cohérents avec l'organisation de la société. Et de ce point de vue, les objectifs de défense sont évidemment un cas topique. Et le deuxième élément, c'est de maîtriser les technologies qui permettent de délivrer ces services, qui permettent à l'économie de délivrer ces services. Et je crois que ce qui est particulièrement important aujourd'hui, c'est que la souveraineté économique est menacée en fait par 4 grandes évolutions assez récentes. La première, c'est évidemment l'accélération de la compétition sur les technologies clés, qui est particulièrement marquante ces dernières années. La deuxième, c'est l'accroissement également ces dernières années des tensions commerciales, des incertitudes de l'usage du droit extraterritorial qui menace un certain nombre de nos entreprises et la souveraineté. La troisième, c'est la transition numérique qui crée des phénomènes dans lesquels on a des... Pardon pour cet anglicisme, winner takes all, des acteurs qui arrivent à prendre des parts dominantes très importantes dans les marchés. Et puis la dernière, la plus récente, c'est la crise de la Covid qui a montré la vulnérabilité de nos chaînes d'approvisionnement, qui constitue elle aussi une menace sur notre souveraineté. La souveraineté, l'autonomie stratégique, c'est un concept de nature politique. Donc la question pour l'industriel est comment appliquer
en tant qu'industriel, cet objectif de nature politique. Notre contribution passe par ce que les différents livres blancs ont appelé les libertés. Liberté d'appréciation, liberté de décision, liberté d'action. Et le rôle des industriels, c'est de s'assurer que le pouvoir politique, que les forces armées disposent de ces libertés. Et pour que ce débat soit un peu moins théorique, la notion de souveraineté, c'est une notion de philosophie politique. Je vais prendre 2 exemples. Au moment de la première guerre du Golfe, la France, grâce aux images auxquelles elle avait accès par le programme Hélios 2, donc le satellite d'observation militaire optique, a pu se faire sa propre opinion sur l'existence ou pas d'armes de destruction massive en Irak. Et sur la base de cette opinion, après une décision diplomatique, une décision politique qui à l'époque a été très controversée et que l'histoire a confirmé, cette décision politique a été prise sur la base d'images d'Hélios 2 que la France pouvait utiliser et qu'aucun autre pays occidental n'avait avec ce niveau d'indépendance et ce niveau de performance. Deuxième exemple, l'opération Hamilton de frappe contre la Syrie, avec le missile de croisière navale et le Scalp, marine armée de l'air, la capacité de frappe, donc la capacité de décision, d'action, quand la France le décide, sans demander l'avis et l'autorisation de personne, mais tout de même en coalition. Donc je pense que c'est un élément intéressant dans ce débat. Autonomie, mais coalition. Donc la capacité, comme le disait François Mestre, de choisir si on agit seul ou si on agit avec ses alliés. Et pour rajouter une petite touche européenne, je dirais qu'il est intéressant sur ces 2 exemples de noter que Hélios 2 est un programme purement national, mais que le Scalp est un programme franco-britannique. Donc, souveraineté, autonomie, les libertés que l'industrie, la BITD, apporte, dans un cadre national pur ou dans un cadre de coopération, dans un cadre d'intervention nationale ou dans un cadre de coalition. Ça donne un certain nombre de perspectives qui, je pense, éclairent cette notion de souveraineté. Je voudrais peut-être rajouter quelque chose aussi. Cette volonté politique, pour revenir au macro, elle se décline évidemment sous la forme de revues stratégiques qui sont ensuite déclinées par les lois de programmation militaire, qui nous permettent d'avoir sur le temps un petit peu plus long, puisque quand même l'industrie de la défense est une industrie qui a aussi besoin de temps long et de se projeter. Donc nous avons la capacité de le faire et d'investir, puisqu'en fait c'est quand même une souveraineté qui a un impact direct sur les déclinaisons territoriales, sur les choix que nous faisons au niveau du partenariat avec nos alliés, et parce qu'en fait de toute façon on ne peut pas faire les choses seuls. Donc cela nous oblige à repenser, et ça se traduit uniquement et essentiellement donc dans les emplois sur l'ensemble des territoires. Il ne faut pas le perdre de vue. Donc c'est un essaimage sur à la fois notre activité économique qui est absolument essentielle, et en même temps il faut que l'on puisse continuer à s'ouvrir vers l'export, puisque c'est un des piliers fondamentaux pour la survie et je dirais même le développement de nos capacités d'intervention vers nos partenaires européens, mais aussi d'ailleurs d'avoir une approche beaucoup plus élargie de sa souveraineté. Voilà, en ne dépendant pas, mais par contre en faisant avec nos alliés sur un certain nombre de programmes, comme vient de le dire Antoine Bouvier. Alors justement, en ce qui concerne nos alliés, peut-être qu'on pourrait parler d'un de nos grands alliés et en même temps d'un qui a parfois un partenaire industriel, mais parfois aussi qui pose certains problèmes pour l'industrie française. Justement, par exemple, les Américains, tous les problèmes de conformité qu'on a, nous, en France et en Europe, sur la base de défense. Quels sont, selon vous, justement, les écueils que rencontre cette BITD française ? Alors, autant d'un point de vue, justement, on va dire, avec les Américains et ces problèmes de conformité, mais également des écueils qui sont actuellement des problèmes, alors je ne sais pas, de financement, des problèmes qu'on a avec l'approvisionnement dont vous avez parlé, le Covid.
qui veut prendre la parole Moi, ce que je voudrais quand même rappeler, c'est que la BITD française, c'est une des seules BITD en Europe qui est capable, à elle seule, de satisfaire l'ensemble des besoins des armées. Oui. C'est quelque chose qui est le fruit d'un investissement sur plusieurs dizaines d'années. Et il faut bien faire attention que quand on coupe quelque part, si on arrête un secteur, on ne le redémarrera jamais. Donc actuellement, la relation avec notre allié américain, c'est de la reconnaissance mutuelle de nos capacités. Et c'est une capacité, à travers cette reconnaissance, c'est la garantie que les Américains nous offriront, quand on en a besoin, le meilleur des systèmes qu'ils sont capables de nous fournir. Dépendre des Américains, c'est tout à fait acceptable dans les secteurs où, économiquement ou techniquement, c'est intéressant. Mais ça ne peut avoir de sens que si nous disposons en Europe, mais en France particulièrement parce que c'est le sujet, des capacités technologiques pour leur démontrer qu'on est capable de faire sans eux si jamais ils nous refusent cet accès. Développer l'ensemble de notre tissu industriel et le maintenir au plus haut niveau, c'est essentiel, si ce n'est seulement au niveau des compétences, mais au moins pour être sûr que si on va acheter ailleurs, on aura accès aux meilleures des technologies, sinon on le fera nous-mêmes. On l'a démontré dans le passé qu'on était capable de le faire sans eux. Ils le savent, et tant qu'on investira et tant qu'on prolongera cette démarche, on sera capable de répondre à cette solution-là. Peut-être en complément, je pense qu'on peut dire que, en tout cas, l'État doit aider la BITD face à deux risques, un risque de dépassement et un risque de captation, ce dernier étant particulièrement lié à votre question. Sur le risque de dépassement, il est lié à ce que j'évoquais en introduction, à la course technologique, à la nécessaire maîtrise des technologies qui s'est intensifiée ces dernières années et qui a beaucoup recoupé les enjeux de souveraineté et les enjeux de défense. On voit à quel point le Pentagone américain insiste sur la nécessaire maîtrise des technologies de l'électronique, par exemple, ou des semi-conducteurs. Et donc, on a cet enjeu qu'on essaye de déployer dans un certain nombre de stratégies, l'électronique qui bénéficie directement à la BITD et qu'on est en train de renforcer actuellement, la cybersécurité, le quantique pour dans quelques années également, qui seront des technologies pour lesquelles on veut préparer notre BITD à la capacité de la maîtriser. Ça, c'est un premier enjeu. Et le deuxième enjeu, il est effectivement plus défensif, c'est le risque de captation finalement des entreprises les plus stratégiques de notre BITD, pour laquelle on a développé une politique de sécurité économique renforcée qui doit faire face à tous les risques, à ceux que vous avez évoqués, les risques liés à l'usage extraterritorial du droit et aux menaces qu'il fait peser sur un certain nombre de nos entreprises. On a des cas précis. On a par exemple récemment un renforcement très important de l'utilisation de la loi de blocage en France pour protéger les entreprises face à des requêtes d'agences étrangères qui leur demandent la transmission de données qui peuvent être des données stratégiques. Et on a vu une accélération cette année avec 12 cas d'utilisation de la loi de blocage pour préserver le patrimoine informationnel des entreprises. On a aussi des risques de type simplement acquisition d'entreprises très sensibles, où dans certains cas, on met en place une réponse alternative. Ça n'est pas toujours nécessaire, ça n'est pas toujours justifié, mais dans certains cas, il est important d'avoir des réponses. Et on a par exemple, dans le cadre du plan de relance, mis en place le fonds French Tech Souveraineté, qui est spécialement dédié à des financements défensifs dans des startups qui sont à très fort contenu technologique et qui risqueraient d'être captés par une entreprise étrangère et qu'on veut voir rester durablement ancrés en France. Je pense que la première question qu'il faut se poser, qui est une question politique, avant d'être une question industrielle, mais qui devient très vite une question industrielle, c'est quelle est notre ambition, quel est l'objectif. Si on se penche sur les différentes revues stratégiques américaines, l'objectif est un objectif de suprématie, à la fois militaire et spatiale, space dominance. L'objectif français et l'objectif européen ne sont pas des objectifs de dominance, de suprématie, ce sont des objectifs d'autonomie. Et ce mot autonomie est utilisé régulièrement par les derniers livres blancs, est utilisé par la revue stratégique. C'est le mot qui était également utilisé par Mme Mogherini en 2016 lorsqu'il y a eu la revue stratégique au niveau de l'Union européenne. C'est le mot qui est utilisé par le président Macron, l'autonomie stratégique européenne. Et quand on se fixe un objectif d'autonomie
dans le cadre d'une alliance militaire avec un allié extrêmement puissant, les moyens qu'on doit mettre en place, aussi bien les moyens militaires que les moyens industriels, ne sont pas de même nature que celui de notre allié très puissant qui, lui, a un objectif de suprématie. Et on peut d'ailleurs que se féliciter que d'être dans une alliance où notre allié puissant a des budgets considérables qui nous défendent l'ensemble de l'alliance. Donc il y a ce calibrage de l'ambition par l'autonomie. Et quand on a un objectif d'autonomie, pour prendre encore des exemples pour illustrer ce débat, le Black Hawk ou le NH90 sont des équipements d'autonomie. Le V-22 est un équipement de suprématie. Le F-35 est peut-être entre les deux. Le F-22 est un équipement de suprématie. Donc qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que nous n'avons pas de raison en Europe de nous lancer dans des développements pour des matériels dont le niveau de performance et de sophistication ne correspond pas à nos besoins opérationnels. Et nous n'avons pas besoin en Europe de développer des technologies qui permettent de soutenir ces programmes dont le niveau de performance et de sophistication ne correspond pas à nos besoins opérationnels. Et d'ailleurs, si on se lançait dans cette aventure, on n'aurait pas les moyens et on rentrerait dans une logique militaire qui ne serait pas une logique d'interopérabilité, mais une logique d'intégration, ce qu'on veut absolument éviter dans cet objectif d'autonomie stratégique. Donc ça permet d'être robuste, d'être résilient, avec des budgets qui sont très significativement inférieurs à ceux qu'on voit aux États-Unis. Si on compare non pas les budgets de défense dans leur ensemble, mais qu'on compare la part des budgets de défense qui va sur la R&T, R&D et le procurement, le ratio est d'environ 1 à 4 entre les 27 plus 1, malheureusement, pays européens et les États-Unis. 40 milliards pour les 28 pays, 160 milliards environ pour les États-Unis. Donc si on s'arrête à cette comparaison à un ratio de 1 à 4, on baisse les bras. Si en revanche, on apprécie ce ratio de 1 à 4 par rapport à une ambition politique de domination d'un côté, d'autonomie de l'autre, et qu'on compte sur l'export, et qu'on se dit que le principal problème de l'Europe, c'est une fragmentation à la fois de l'industrie et des programmes, donc il faut des champions européens qui portent des programmes comme le FCAS, qui est au centre de la souveraineté européenne, on retrouve des raisons d'espoir et on retrouve un terrain extrêmement solide dans cette politique. Donc mon message, c'est calibrons nos ambitions politiques et développons des capacités militaires et des capacités industrielles qui sont cohérentes avec cette ambition politique. Et le modèle d'armée français qui a été défini par la dernière revue stratégique correspond absolument à cet objectif d'autonomie. Si je peux rajouter quelque chose à ce que vient de dire Antoine Bouvier, je pense que ce qu'il faut pour cela, évidemment, c'est aussi faire attention à conserver nos compétences et faire en sorte qu'on ne les perde pas et qu'elles continuent à fonctionner sur le même mode. On le voit bien, c'est ce qui fait aussi notre supériorité, c'est cette capacité à transmettre, notamment par le compagnonnage. J'étais encore hier dans une entreprise d'aéronautique avec la ministre, où on voyait bien que ce savoir-faire industriel qui ne s'improvise pas, qui s'apprend vraiment sur le long terme, est absolument nécessaire. Et donc, il est très long à acquérir, il est très facile à perdre, et puis il est impossible à récupérer. Et c'est là que l'on devient beaucoup plus fragile. Donc, moi, vraiment, j'insisterai aussi sur la nécessité de vraiment de conserver l'ensemble de nos compétences sur notre territoire, absolument indispensable pour justement tout ce savoir-faire, et notamment dans l'aéronautique, mais dans tous les secteurs industriels. Et ça, c'est un des leviers très importants que nous devons valoriser, parce que souvent, je pense que l'opinion publique ne le sait pas, ne le comprend pas. Ça passe par l'apprentissage, par l'accompagnement et un travail de très, très long terme. Et ce savoir-faire doit être vraiment, vraiment préservé. Si. Peut-être en réaction immédiate sur ce point qui est effectivement très important, c'est exactement ce raisonnement qui a guidé la mise en place d'instruments très puissants dans le cadre de la réponse économique à la crise, avec l'activité partielle qui a exactement
cet objectif qui a par exemple l'activité partielle qui a soutenu 115 000 salariés dans le secteur aéronautique entre mars et octobre, l'activité partielle longue durée maintenant, qui doit permettre de préserver finalement tout ce patrimoine de connaissances dans des secteurs dans lesquels il est absolument crucial. Le soutien à l'apprentissage aussi pour maintenir et qui fonctionne bien et qui maintient une dynamique d'apprentissage importante alors qu'on est dans des secteurs qui sont très affectés par le choc économique. Et je partage tout à fait l'importance et je crois qu'on a essayé dans le cadre des réponses économiques de répondre précisément à cet enjeu. Si je me permets, moi je vais réagir aussi. Le maintien de nos compétences, c'est fondamental, j'en suis intimement convaincu, et tout le travail là déjà va bien dans ce sens-là. En revanche, la question derrière, c'est comment je l'acquiers. Quel est le processus d'acquisition? Est-ce que je dois tout faire tout seul? Et je pense qu'on n'en a pas les moyens, Antoine l'a dit. Et puis d'un autre côté, est-ce qu'il vaut mieux faire très très bien ce qu'on sait faire, et puis peut-être accepter de ne pas faire certaines choses parce qu'on ne les fait pas très bien? Est-ce qu'on doit choisir de faire systématiquement et donc se positionner en sous-traitant, voire en mise en compétition? Ou doit-on laisser le marché réguler? Je pense que dans la défense, compte tenu de la nature des investissements, laisser le marché réguler, ça veut dire accepter de disparaître. Nos séries, nos quantités ne sont pas suffisantes pour amortir les frais de développement. Mais c'est bien au regard de cette politique d'acquisition et donc de la politique industrielle qu'il faut se positionner secteur par secteur. Du moins, je pense que ça serait dangereux pour nous d'essayer de tout couvrir de façon intégrale, en étant médiocre partout, plutôt que d'être excellent dans certains domaines, et d'accepter dans d'autres. Moi, je pense par exemple le terrestre, un vrai partage avec des partenaires fiables comme les Allemands, pour construire une industrie d'armement terrestre, où peut-être on le maîtriserait partout, mais à deux, on aura un accès autonome et répondant à notre souveraineté dans la durée et de façon efficiente. Je voudrais revenir sur ce que vient de dire Thomas Courbe. Ce plan de relance aéronautique, c'est un plan de relance qui a d'abord été construit pour soutenir le secteur de l'aéronautique civile qui s'est complètement écroulé en quelques jours. Et c'est extrêmement intéressant de voir que les leviers qui ont été pris par l'État en France pour soutenir ce secteur sont à la fois des leviers vers l'aéronautique civile, tout ce qui est APLD, le soutien à la R&T, mais également vers les activités militaires et spatiales des grands groupes aux activités duales comme Airbus. Et qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que cet ensemble qu'on appelle Aerospace and Defense, c'est-à-dire cet ensemble aéronautique civile, espace, défense, hélicoptère, a une logique, qui est une logique technologique, une logique d'expertise, une logique de produit, une logique de dualité, mais également une logique de puissance. Une logique de puissance française, de puissance européenne entre nous et de puissance de projection de puissance vis-à-vis de l'extérieur. Et cette crise a confirmé, s'il en était besoin, la cohérence de ce périmètre Aerospace and Defense, qui fait partie en France de notre culture et de notre ADN, mais pas forcément dans tous les pays européens. Certainement en Grande-Bretagne, pas forcément dans d'autres pays européens. Et ces autres pays européens, en particulier l'Allemagne, ont réagi à cette crise d'une façon nouvelle et d'une façon qui est très proche de la culture et de la compréhension française de cette cohérence du périmètre Aerospace and Defense. Et je pense que c'est un élément extrêmement encourageant dans la coopération européenne et en particulier dans la coopération franco-allemande. Je voulais... Pardon. Vous avez répondu à une partie des questions justement sur la stratégie française et la stratégie industrielle mise en place justement pour aider cette base industrielle de défense. Vous avez parlé du contexte pandémique. Vous n'avez pas encore abordé le sujet, par exemple, d'une part, d'une nouvelle indépendance stratégique importante qui est l'espace. Et j'aimerais bien que vous reveniez là-dessus parce que le spatial est un secteur fragile qui dépend beaucoup de grandes commandes de télécommunications, par exemple, mais dont on a un besoin énorme quand il s'agit, comme vous l'avez parlé, de pouvoir avoir sa propre indépendance grâce à ces images satellites, et également du problème du financement. On sait que pour les entreprises de défense, c'est actuellement quelque chose qui est sensible. Alors justement, quelles ont été, dans le contexte actuel, les nouvelles stratégies mises en place pour les aider? Est-ce qu'il y a des choses justement qui se font aussi dans le cadre européen? Je pense que c'est assez intéressant. Je ne sais pas qui veut commencer. Du moins, moi, l'espace, à ma connaissance, si on regarde les satellites,
c'est 3 paquets, le financement des satellites. C'est presque 40% institutionnel, au travers de l'ESA en général, 40% au niveau de la défense et 20% au niveau du civil, du marché civil. Donc, c'est avant tout une industrie qui est de souveraineté, qui est financée largement par les États. Quels sont les moyens qu'on met en place en Europe? Ils sont monstrueux. On a des sociétés qui s'appellent Ariane Group, par exemple, qui est une société européenne. Ce n'est pas une société française, elle est européenne, qui nous fait les lanceurs et qui nous donne la liberté d'accès à l'espace. On a Avio du côté italien, qui nous fait aussi l'accès à l'espace. Malheureusement, ils ont eu un échec qui est catastrophique pour l'ensemble du secteur récemment, mais normalement, ils nous permettent d'accéder. Et l'Allemagne, de son côté, toujours dans un cadre de collaboration d'échange, essaye de développer un micro-lanceur pour augmenter et élargir la gamme des moyens d'accès à l'espace. Donc c'est un outil qui est largement européen. Le rôle de l'ESA est fondamental dans la structuration de la base industrielle de ce secteur-là, avec une vision qui n'est peut-être pas aussi compétitive que les Américains, mais on n'a pas la même ambition. On n'a pas une ambition de suprématie, on a une ambition de l'autonomie. Elle a peut-être un coût différent, mais il faut l'accepter. Oui, peut-être en complément, je dirais qu'il me semble que l'espace fait face à 2 enjeux principaux actuellement. Il y a l'enjeu sur les lanceurs que François Mestre vient d'évoquer, qui est très important. Et on peut ajouter à ce que François a dit, évidemment, la concurrence américaine qui conduit certains opérateurs de lancement à obtenir des marchés publics à des prix extrêmement élevés aux États-Unis par exemple, et à arriver sur le marché privé avec des prix extrêmement bas, et donc à exercer une concurrence très forte sur les lanceurs européens. Ça, c'est évidemment un premier enjeu. Il y a un enjeu aussi connexe, qui est lié à ce que François a décrit, qui est qu'on voit qu'il y a une multiplication de solutions de lancement et que l'enjeu pour nous, c'est de maintenir en Europe une cohérence dans les développements de lanceurs, entre le micro-lanceur, Vega qui est un lanceur intermédiaire mais qui pourrait connaître des développements en taille, et Ariane 5 puis 6. On a besoin de maintenir, évidemment, compte tenu de la taille du marché, une cohérence dans tous ces développements. Et puis l'autre enjeu, c'est l'enjeu, là aussi, de la course technologique sur l'espace, et là, pas seulement pour les lancements, mais aussi sur tout le champ de l'exploitation des données spatiales, de tout l'aval de l'espace, qui est un champ qui est encore très largement sous-exploité en Europe. Et dans le cadre du plan de relance, on a un budget d'un peu plus de 500 millions d'euros dédiés à la relance du secteur spatial, avec un volet important sur le soutien à la R&D, et en particulier sur les innovations dans le domaine de l'aval, de l'espace, de l'exploitation des données, des systèmes de l'exploitation des données de localisation, etc. Et ça, c'est, je pense, un axe assez prioritaire pour nous dans les prochaines années. Pourquoi est-ce que l'espace est souverain, est au cœur de la souveraineté? D'abord, l'accès indépendant à l'espace. Les grands investissements dans les lanceurs européens ont été décidés il y a déjà plusieurs décennies, lorsque nous n'avions pas reçu une offre permettant de lancer certains satellites de souveraineté. Donc c'est quelque chose qui n'est pas du tout théorique, l'accès indépendant à l'espace. L'espace militaire, avec une politique spatiale française qui a été présentée en juillet 2019 par la ministre des Armées, extrêmement ambitieuse, et qui développe cette infrastructure spatiale sur l'ensemble des composantes, observation, écoute, télécommunication, action dans l'espace, ce qui est nouveau et ce qui ouvre des champs considérables, à la fois sur le plan technologique, sur le plan industriel, mais également sur le plan des relations internationales et sur le plan de l'utilisation militaire de l'espace. L'espace est souverain aussi pour tout ce qui est observation des grands programmes de l'ESA, les programmes Sentinelle, Copernicus. Je disais tout à l'heure que c'était un élément de souveraineté de pouvoir aller à la tribune des Nations Unies et de dire nous n'avons pas les mêmes informations que vous et nos informations sont fiables. Lorsque on rentrera dans des négociations certainement extrêmement compliquées sur des éléments de conformité aux accords de Paris sur le climat, et que chaque pays négociera avec les autres pays ses émissions, sa conformité à ces accords, ça sera, je crois, aussi important que la France et l'Europe puissent dire vous ne respectez pas les accords de Paris
Et nous avons la preuve, par un accès indépendant à une infrastructure spatiale, que vous ne respectez pas ces accords et qu'il faut vous mettre en conformité. Ça sera aussi souverain que ce qu'on a fait il y a quelques années sur Helios 2. Donc l'accès à l'espace militaire, l'espace institutionnel lié aux enjeux climatiques et aux enjeux d'environnement. Et puis sur le plan des communications, si on investit, et il faut investir en Europe sur le cloud souverain, que ce soit le projet français de cloud souverain ou le projet franco-allemand Gaia-X, il n'y a pas de cloud souverain si l'accès à ce cloud, quel que soit le point où on soit dans le monde, quel que soit le moment, ne soit pas un accès aussi souverain que le cloud lui-même. Et quelles sont les infrastructures spatiales qui donnent un accès général, un accès souverain, un accès robuste? Ce sont les constellations. Et on voit les investissements qui sont faits aux États-Unis, en Chine, sur ces constellations. Et ce projet européen qu'on commence à monter en France, avec les acteurs français, avec les acteurs européens, qu'on monte à Bruxelles, de constellation, qui est appelé de ses voeux par Thierry Breton, c'est le complément indispensable du cloud souverain européen. Pas de constellation, pas de cloud souverain. Pas de constellation souveraine, pas de cloud souverain. Et la constellation apporte, par rapport aux infrastructures spatiales actuelles, qui sont principalement des satellites géostationnaires, dont il faut bien malheureusement reconnaître qu'ils ont un certain degré de vulnérabilité en période de crise ou en période de conflit, la constellation apporte, par sa redondance, une robustesse. Et donc est un élément, je pense, essentiel à la souveraineté de l'Europe dans le domaine spatial. Et si on prend une perspective historique, on a eu la première séquence avec Galileo, donc souveraineté de positionnement. On a eu la deuxième séquence avec GMES, puis Sentinelle et Copernicus, souveraineté d'appréciation sur les questions climatiques. Et la troisième séquence de souveraineté, c'est la souveraineté, le cloud, la constellation et la capacité pour les Européens de communiquer à partir de ce cloud souverain, quel que soit le point où ils sont sur la planète. Pour nos auditeurs, quand on parle de constellation dans ce cadre-là, on parle de combien de satellites en fait? Plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de satellites en orbite basse. C'est la constellation Starlink qui a été lancée et qui aujourd'hui compte plus d'1 millier de satellites en orbite. Alors, dans le cadre de la LPM, il y a une tranche justement sur l'indépendance spatiale. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? Oui, c'est en fait une volonté évidemment qui a été exprimée lors du discours de la Sorbonne par le président de la République et déclinée ensuite plus précisément donc, dans le cadre de la LPM, mais aussi très concrètement dans la mise en œuvre et dans la conception même d'une armée de l'espace, de l'air et de l'espace. Donc on est dans quelque chose d'extrêmement concret, c'est-à-dire que nos militaires sont désormais au cœur du système des études spatiales à Toulouse et sont en train de travailler à la fois sur cette indépendance et cette autonomie et donc la déclinaison de notre espace partagé au niveau européen. Et là, je crois qu'on a vraiment les moyens aujourd'hui, les moyens financiers, les moyens, je dirais, technologiques et les moyens humains pour pouvoir apporter notre contribution à cette indépendance européenne de l'espace. Je crois que nous avons aujourd'hui la capacité à pouvoir faire et les moyens. Et dans le cadre du plan de relance, il y a eu effectivement 200 millions, je crois, qui ont été fléchés pour continuer à avancer dans ce domaine. Donc oui, c'est un moyen aussi de renforcer notre souveraineté européenne et de le faire avec nos alliés. Alors, sur la question du financement, justement, on est passé un peu vite, mais on sait que pour les entreprises de la défense particulièrement, il y a eu un problème dernièrement d'accès au crédit. Quelles sont les stratégies qui ont été mises en place, alors à la fois par l'État, mais aussi par les grands donneurs d'ordre, pour aider la préservation de cette base industrielle vraiment de façon concrète, ces entreprises qui sont indispensables, et notamment dans le cadre, je sais, où on a cherché à se prendre ses distances par rapport aux réglementations ITAR, et donc à créer à la fois en France et en Europe des composants qui nous sont spécifiques et qui nous permettent d'exporter.
dans cette question, il y a aussi la question justement de l'export qu'on a aussi abordé très rapidement. Pourquoi exporter est aussi important pour préserver notre base industrielle? Ce serait intéressant que vous nous donniez votre avis là-dessus. Je vais commencer par les grands chiffres. Je pense que Thomas complétera pour tout ce qui est plan de relance. L'investissement dans le domaine de la défense, c'est 20 milliards d'euros par an direct. C'est conséquent. C'est quelque chose de très, très important. Ça se traduit au travers de l'acquisition, au travers de l'innovation. Après à la vocation d'arriver à 1 milliard d'euros par an, ce qui est quasiment le plus gros budget d'innovation en Europe dans le domaine de l'armement, et l'entretien programmé des matériels. Au point de vue chiffre, c'est conséquent. Quand on parle ça fait sur 5 ans, ça fait 100 milliards. C'est des montants conséquents. Pourquoi l'export? L'export, c'est à peu près 8 milliards d'euros de chiffre d'affaires par an. Ça veut dire que dans le domaine de l'acquisition, quasiment tous les secteurs dans lesquels on peut exporter, on exclut donc tout ce qui est dissuasion, etc., les sociétés font autant de chiffre d'affaires à l'exportation que ce qu'ils font sur le territoire national. Ça veut dire qu'on prolonge les séries, notablement, et donc on a un gain unitaire réduit. Au travers du chiffre d'affaires et des marges que ça génère, ça permet à l'industriel d'autofinancer certains développements. Et donc un effet de levier notable par rapport aux milliards investis par l'État en R&D. Et ça permet aussi de bâtir des grands groupes. L'exportation, c'est MBDA, c'est aussi le fruit de... On est capable d'exporter, et donc on est capable de proposer à nos partenaires des produits, un panel plus large de produits qui permet d'aller plus loin. Voilà. Il y a aussi, de façon plus modeste, au point de vue moyen, des Finvest, qui est un fonds qui permet aussi d'investir dans les sociétés. Alors, le montant est modeste, il était à 50 millions, il va passer à 100 millions, mais quand on rentre à hauteur de 5 millions d'euros, en général, on trouve des partenaires qui, eux, en mettent 50 ou 60. Donc, on a un véritable effet de levier pour aider et accompagner les sociétés au point de vue financier. Dernier mot avant que Thomas rentre dans le plan de relance. Le plan de relance, il est général pour toutes les entreprises. Les entreprises de défense sont toutes duales, quasiment. Et ce n'est pas parce qu'elles sont défense qu'elles peuvent aller au plan de relance, mais c'est parce qu'elles sont duales qu'elles sont capables d'aller proposer des projets à la DGE et à tout le service. Et on s'est rendu compte dans l'aéronautique, mais aussi dans le projet Résilience, qu'à travers d'un discours très régulier et bien entretenu avec la DGE, on est capable ensemble de trouver des pépites industrielles qui travaillent dans les deux secteurs et qu'on peut accompagner. Oui, tout à fait. Pour aider la BITD et les entreprises du secteur en général à faire face au choc économique de cette année, on a eu deux niveaux de réponse. On a eu d'abord évidemment des réponses d'urgence, et vous évoquiez l'accès au crédit. On a quand même, avec le prêt garanti par l'État et d'autres types de financement pour les entreprises qui n'avaient pas accès à ce prêt garanti en raison de leur situation financière, je crois, apporter des réponses financières d'urgence à l'immense majorité des entreprises qui en avaient besoin. Et puis on a une deuxième réponse beaucoup plus structurelle qu'on essaye d'apporter à travers le plan de relance, notamment dans le cadre du soutien à l'investissement des PME, avec deux grands objectifs. Le premier, c'est d'une manière générale la modernisation de leur appareil de production, la numérisation, tout ce qui va permettre de renforcer leur compétitivité et donc de renforcer aussi leur ancrage en France, au-delà de passer le choc économique, c'est un enjeu évidemment essentiel. Et puis le deuxième objectif de cette démarche, c'est ce qu'on a appelé la résilience, c'est que dès le début, en fait, dès le mois de mars, tous les acteurs privés, les gouvernements, la Commission européenne ont considéré que, d'une manière générale, l'Union européenne, en particulier son secteur productif, manquait de résilience et que la crise l'avait montré et qu'il fallait agir pour renforcer cette résilience. Et on a lancé des appels à projets à la fois spécifiques au secteur aéronautique ou plus globaux dans les secteurs stratégiques pour renforcer cette résilience de l'appareil de production. Et on voit, comme l'a dit François Mess, qu'un grand nombre d'entreprises de la BITD répondent à ces appels à projets. On a eu dans le seul secteur aéronautique 1300 projets qui ont été présentés par des PME, qui montrent aussi la vitalité et l'envie d'investir, malgré la situation des PME. Et ça, c'est extrêmement positif.
dispositifs. On en a déjà sélectionné, on va en financer 107 qui ont déjà été sélectionnés et dont effectivement beaucoup d'entreprises de Halle. On a l'entreprise, une PME AEVA par exemple, en Nouvelle-Aquitaine, qui est dans le secteur notamment des systèmes électroniques embarqués, ou Aviacomp également, qui elle est en Occitanie, qui sont deux exemples d'entreprises de Halle qui servent les deux secteurs et qui vont bénéficier de financements qui vont permettre, par exemple pour AEVA, non seulement de numériser leur appareil de production, mais aussi de relocaliser une partie de composants critiques électroniques dont la crise a montré que c'était une fragilité finalement de leur activité. Et donc on soutient aussi cette démarche de relocalisation quand c'est justifié économiquement, quand c'est évidemment pérenne sur le plan économique. Et ça nous semble être aussi une priorité de ce plan de financement dans le cadre du plan de relance. Je voudrais juste rebondir par rapport à ce que vous venez de dire. En fait, on a eu, dès le début de la crise, la volonté de part et d'autre de réagir immédiatement. Et je crois que je profite de l'occasion d'ailleurs pour saluer l'organisation qui a été mise en œuvre à la demande, à la volonté de la ministre de réagir très très vite sur un état des lieux et des impacts qu'avait la crise sur l'ensemble de la BITD et notamment sur l'aéronautique. Et donc du travail extrêmement intéressant qui a été effectué par la DGA et la DGE sur le suivi et l'état des lieux de l'ensemble du secteur. Et donc vous avez pu déployer énormément de personnel pour aller au devant des entreprises, bien les connaître, apprécier, évaluer leurs difficultés, éventuellement les aider à bénéficier de l'ensemble des plans, des mesures prises par le gouvernement pour sauvegarder les emplois, les savoirs et les compétences. Et puis aussi, dans un deuxième temps, pouvoir profiter du plan de relance. On nous a souvent critiqué en disant que, sur le plan politique, j'entends, sur le fait que le plan de relance ne concernait pas spécifiquement le milieu de la défense, enfin les entreprises de la défense, alors qu'en fait, on le voit bien très concrètement, et vous le disiez, Monsieur Mestre, très récemment, lorsque nous vous avons auditionné à ce sujet dans le cadre de la task force que vous avez mise en œuvre, on voit bien qu'en fait, elles ont été suffisamment dynamiques et résilientes pour pouvoir tout de suite pouvoir être dans la dimension de proposer de nouveaux projets et pouvoir bénéficier du plan de relance, puisqu'en fait, en pourcentage, c'est énorme. Donc, on voit bien qu'il existait cette dynamique, ce tissu dual d'ailleurs, et particulièrement dynamique, et qu'il est très fragile, mais en même temps, dès qu'on l'étaye bien, il est en capacité de pouvoir se développer au niveau national et européen. Donc, la notion de résilience prend bien tout son sens. C'est à la fois une souffrance, mais en même temps qui lui a permis de rebondir plus vite. Donc moi, je trouve que c'est quand même, pour apporter aussi une note positive, lorsqu'il y a accompagnement de l'État, volonté politique et dynamique industrielle, on voit bien qu'on peut arriver à rester et à demeurer et même à nous développer, à devenir extrêmement résilient au niveau européen, français et européen. Je pense que c'est extrêmement important d'avoir pu, grâce aux actions qui ont été lancées par l'État, à la fois DGE, DGA, c'est-à-dire la partie plan de relance, aéronautique, les actions menées par le ministère des Armées, l'ensemble des entreprises duales, les prêts garantis par l'État, le chômage partiel longue durée. Si ces actions massives dont on voit bien toute la difficulté, à la fois sur la décision, prendre ces décisions, appliquer ces décisions, ce que ça veut dire en termes de moyens, de ressources, côté DGE, côté DGA, dans les administrations de l'État, ce que ça veut dire en termes de nécessaire connaissance du tissu industriel, parce que ce ne sont pas des actions qu'on lance si on ne connaît pas déjà très bien le tissu industriel. Si toutes ces actions n'avaient pas été lancées, on serait aujourd'hui, on peut le dire, dans une situation absolument catastrophique
à la fois sur la base industrielle de défense, qui bien sûr concerne quelques grands groupes, mais concerne aussi, je dirais presque surtout dans une période de grande difficulté, des centaines, des milliers d'entreprises qui sont très fragiles et qui ont aussi montré à l'occasion de cette crise vitalité et résilience, ce qui effectivement est très, très rassurant et très encourageant. Si ces actions n'avaient pas été lancées, cette table ronde qu'on a aujourd'hui se déroulerait dans une atmosphère avec un esprit totalement différent. Je pense que c'est important de souligner et c'est important que chacun le garde à l'esprit. Et c'est important aussi de comprendre comment les filières industrielles, en l'occurrence le GIFAS, qui regroupe l'ensemble de nos activités aerospace and defense, de nouveau la synergie entre les activités commerciales et les activités espace et défense, comment le GIFAS a contribué en tant que filière industrielle en montant avec le support de l'État un fonds d'investissement qui a commencé à fonctionner, où des entreprises importantes, fragiles, ont été immédiatement aidées, dans un objectif qui n'est pas un objectif de grand groupe, qui est un objectif de filière, dans un objectif où l'ensemble des entreprises de la supply chain, quelle que soit leur taille, sont reconnues pour leur contribution au succès général. Je rajouterais que, en plus de la réactivité des services, nous avons aussi, alors en tant que parlementaires, essayé d'être le plus. Nous avons engagé des travaux et des missions justement pour accompagner et apporter nos éclairages à l'ensemble de la réactivité de l'État et de ses services. Mais je voudrais dire aussi que l'État pour participer à cet élan, a aussi passé un certain nombre de commandes qui ont été majeures dans l'immédiateté de la réponse à la crise, puisqu'il fallait pouvoir réagir tout de suite et éviter la perte d'activité brutale, qui aurait à ce moment-là enclenché un processus encore bien plus dramatique, et notamment les commandes militaires, les commandes aussi dans le secteur civil, avec des commandes d'hélicoptères, et notamment au niveau de l'aéronautique, avec des commandes majeures d'hélicoptères qui vous ont permis dans les semaines et les mois qui ont suivi, de pouvoir quand même un petit peu vous projeter en attendant que les choses s'organisent mieux. Donc en fait, je trouve qu'on a aussi à tirer les leçons de ce qui s'est passé là, et je suis absolument persuadée que ce travail de proximité et de connaissances fines de la BITD dans toute la supply chain perdurera, et qu'il faudra en continuer à travailler dans cette voie pour la suite, quoi qu'il arrive. Si je peux me permettre, puisque vous évoquez les hélicoptères, donc une commande de 8 H225 à Marignane, avec une partie très importante, plus de la moitié de l'activité industrielle qui n'est pas chez Airbus Hélicoptères à Marignane, mais qui est sur l'ensemble de la supply chain, décidé très rapidement, qui permet de maintenir le niveau d'activité, qui permet de maintenir des compétences, qui permet surtout de maintenir la robustesse de la sous-traitance et de la chaîne industrielle. Parce que cette robustesse, ce n'est pas seulement une robustesse sur le niveau d'activité, c'est une robustesse sur le niveau de compétence. Et le niveau de compétence, le niveau d'expertise est très dépendant du niveau d'activité. Parce que sans activité, comment maintenir les compétences et les expertises? Absolument. Et ces deux éléments sont absolument liés. Il ne faut pas juste faire l'hypothèse que du point de vue de l'industriel, c'est une question de volume d'activité. Le volume d'activité détermine de manière extrêmement directe, avec des conséquences négatives qui peuvent être extrêmement rapides, le niveau d'expertise et le niveau de compétence. Alors, il nous reste que quelques minutes et on a abordé assez rapidement la question de l'Europe. Alors, je voudrais vous poser une dernière question. On a parlé de la souveraineté française, de la BITD française. Est-ce que vous pensez qu'à l'avenir, on va parler d'une souveraineté européenne? Et est-ce qu'on va vers une BITD européenne? Est-ce qu'il y a déjà eu des actions menées en ce sens pour justement créer une technologie européenne? Voilà. Est-ce que vous pouvez conclure chacun un petit peu sur ce sujet? Monsieur Courbe. Volontiers, je pense qu'effectivement, on n'a pas assez parlé d'Europe, et beaucoup des enjeux qu'on a évoqués dépendent aussi de l'Europe. Je pense que sur les enjeux de la course technologique qui reste sur le plan économique majeur, évidemment,
une partie importante de cette course doit se faire au niveau européen. Et récemment, le président de la République, la chancelière allemande et la présidente de la Commission sont convenus, par exemple, de lancer une stratégie européenne de développement du cloud de confiance, notamment, qu'évoquait Antoine, et de l'électronique, justement. Deuxième élément, on doit utiliser le levier de l'Europe dans des secteurs stratégiques qu'on a évoqués comme l'espace. J'ai mentionné la nécessité de se redonner une vision européenne sur les lanceurs, sur le futur de nos lanceurs, sur quelle place de l'Europe sur les grandes constellations, qui sont aussi un phénomène mondial. On pourra parler de préférence européenne, justement, sur ce sujet ? Oui, alors enfin, nous, ça nous semble une évidence d'avoir dans le secteur spatial, compte tenu de la taille des marchés, compte tenu de la pratique de nos deux grands concurrents qui appliquent une préférence systématique, il nous semble absolument indispensable d'avoir une préférence européenne, et a fortiori dans un marché européen qui est plutôt en décroissance, et donc qui nécessite encore plus cette préférence. Et puis, le dernier point sur l'Union européenne, c'est évidemment tout ce qu'elle peut faire sur certains des sujets que vous avez évoqués, sur tous les sujets plus internationaux de tensions commerciales, d'extraterritorialité du droit, qui sont des sujets sur lesquels sans doute la réponse européenne sera la plus forte. Et si on étend la question de la souveraineté à la souveraineté numérique, par exemple, il est évident que la réponse face aux géants du net, face au phénomène que j'ai évoqué en introduction, ne peut être qu'européenne. Et dans quelques jours, la Commission européenne va faire une proposition de texte pour une régulation des grandes plateformes Internet. C'est aussi un exemple de l'effet d'échelle qu'on peut avoir avec l'Union européenne et qui est indispensable. Moi, je voudrais répondre. Dans le domaine de la défense, ce n'est pas l'industrie qui se crée, c'est bien les programmes qui créent l'industrie. Et donc, la construction d'une base industrielle de technologie répandue à l'échelle européenne, qui doit répondre à des enjeux et des besoins de souveraineté à l'échelle européenne, qui restent, dans certains cas et dans certains pays, à définir et à préciser, hein, elle doit d'abord répondre à nos enjeux de souveraineté nationaux. Mais quand on regarde les démarches qui sont lancées, je pense au SCAF, franco-allemand, avec les Espagnols, qui a vocation à s'élargir à d'autres pays européens. Je pense au MGCS, hein, finalement la future composante de haute intensité des armées de terre, qui est en franco-allemand et qui aura vocation à s'ouvrir à l'échelle européenne. Mais je pense aussi à FMAN FMC. Hein, d'accord, ça c'est avec les Britanniques, mais ça aura aussi vocation à s'ouvrir à d'autres pays européens. On est en train de construire des champions industriels et donc toute leur supply chain derrière, qui a vocation à irriguer l'ensemble de l'Europe. Donc la construction d'un écosystème industriel à l'échelle européenne sera le fruit naturel des programmes européens que nous serons capables ou pas de lancer. Il ne faudra pas oublier que de toute manière, c'est une action collective. C'est une action collective au niveau politique. C'est la volonté politique qui drivera ça. Au niveau étatique, comment les administrations sont à même de partager, d'échanger, de se comprendre, mais avec les industriels aussi. Moi, la crise qu'on a vécue actuellement nous a démontré qu'on était capable de travailler de façon concertée avec les industriels pour le maintien de la supply chain et pour le maintien des intérêts de tous. Donc cette démarche est collective, elle se fera à l'échelle européenne parce que les programmes seront européens, si tout le monde le veut. Il reste une minute pour Madame Dumas et Monsieur Bouvier. Très rapidement, moi j'ai envie de dire, nous avons déjà des champions européens, ne le perdons pas de vue. Nous en avons un qui est incarné par Antoine Bouvier ce matin. Donc en fait, on a déjà ces champions capacitaires et il faut pouvoir continuer évidemment à les porter et à les accompagner. Ensuite, je pense qu'il ne faut pas oublier que ce qui sera le plus important, c'est aussi de continuer nos relations bilatérales. On le voit bien, notamment avec nos amis britanniques, dans le cadre de Lancaster House. Donc, ce n'est pas le moment aussi de lâcher sur ces questions parce que nous avons beaucoup à faire en coopération bilatérale. Et puis, nous devons, je pense, continuer à avoir une approche très pragmatique, c'est-à-dire tout ce qui peut être en bilatéral, notamment avec les Belges, avec les Espagnols, avec les Italiens, avec les Allemands, et puis avancer de manière très pragmatique. Je crois que c'est par la preuve que nous continuerons à avancer dans la construction de cette Europe à plusieurs, mais ne pas attendre d'avoir le consentement de l'ensemble de nos amis européens pour pouvoir avancer. Il nous faut continuer à cranter dans la relation bilatérale ou multilatérale qui, à terme, portera ses fruits
et convaincra les autres. Je crois que nous devons avancer sur tous les sujets et évidemment, peut-être, je reviens de quelques jours à Gao, à Barkhane. La seule chose qu'on peut regretter, c'est que on soit un petit peu, par contre, seul lorsqu'il s'agit d'intervenir, même s'il y a une multitude de coopérations capacitaires. Lorsqu'il faut vraiment agir, là, on est beaucoup moins nombreux. Et c'est là-dessus, il ne faut pas oublier que nous avons nos militaires sur le terrain qui, eux, continuent à se battre. Et notre conception de la BITD, c'est aussi de faire en sorte de construire des entreprises et des industries et des produits capacitaires au profit de nos armées. Alors, je voudrais laisser le mot de la fin à M. Bouvier. Donc 30 secondes. À peu près. Lorsque le président de la République appelle de ses voeux l'autonomie stratégique européenne, il ne l'oppose pas à l'autonomie stratégique française. Ce même débat s'applique dans les mêmes termes à la BITD européenne et à la BITD française. Donc nous devons construire, nous industriels, et comme l'a dit François, on le fait d'abord par des programmes. Nous devons construire cette dualité d'autonomie stratégique et de BITD au niveau national et au niveau européen. Merci à tous. Bonne journée et à bientôt sur le Paris Air Forum.